Bonjour, suite et fin de nos aventures consacrées aux formes linéaires et aux hyperplans. On va reprendre le cours des événements là où on l'avait laissé la dernière fois. Explicitement, on avait vu un résultat important, une propriété, et qui racontait la chose suivante. Si on travaille dans un espace vectoriel E de dimension finie, non nulle de préférence, et si sur cet espace vectoriel, on considère une forme linéaire, donc une application, vous vous souvenez, qui est linéaire de E dans le cas, non nulle, alors le noyau de l'application f est un hyperplan. Donc le noyau d'une forme linéaire non nulle est un hyperplan. Et ce que l'on va prouver ici, c'est que finalement il y a une correspondance entre les deux objets, entre les formes linéaires d'un côté et les hyperplans d'autre part. Donc explicitement, le théorème qui va faire l'objet d'une grosse partie du cours d'aujourd'hui raconte qu'il y a équivalence entre dire que H est un hyperplan de E si H désigne un sous-espace vectoriel de l'espace vectoriel E, donc c'est équivalent de dire que H est un hyperplan, ou de dire que H, c'est le noyau d'une forme linéaire non nulle sur E, et cette équivalence, elle signifie finalement que tout hyperplan peut être défini par une équation qui correspond à f de quelque chose égale 0, et réciproquement, si f est une équation non triviale, si f est une forme linéaire non nulle, donc si c'est une équation non triviale, eh bien l'ensemble de ces zéros, l'ensemble des solutions de l'équation f de machin égale 0, est un hyperplan. Alors vous vous souvenez, on avait vu plein d'exemples de ça à la fin du cours de la dernière fois. En particulier, on avait vu que vous considérez un plan dans R3, le plan d'équation x moins y plus z égale 0. Et bien finalement, c'est un plan, c'est un objet géométrique, c'est un sous-espace vectoriel de dimension 2 à l'intérieur de R3 qui est dimension 3. Et puis il peut être défini par une équation, x moins y plus z égale 0, c'est-à-dire c'est le noyau d'une forme linéaire. La forme linéaire qui a un triplet de réels, x, y, z, associe le réel x moins y plus z. Donc il y a une correspondance entre ces objets, et donc le but du début du cours d'aujourd'hui, c'est de prouver ce théorème. Donc allons-y, preuve. Tout d'abord, il y a un sens qui est immédiat. Déjà, on va le faire, ça va nous donner du cœur à l'ouvrage. C'est celui de la droite vers la gauche. Il est immédiat parce qu'on l'a déjà prouvé la dernière fois. Rappelez-vous, c'était une conséquence du théorème Durand. Si f est une forme linéaire non nulle, alors elle est surjective, et donc son noyau, c'est un sous-espace vectoriel de dimension 1 de moins que l'espace ambiant. Donc ça, déjà vu. OK, on va mettre OK, parce que c'est quelque chose qu'on avait déjà fait la dernière fois. Donc, attachons-nous à prouver l'application réciproque. Donc, cette fois-ci, supposons que H soit un hyperplan de E. Donc, supposons que H soit un hyperplan de E. Donc, vous savez ce que ça signifie. Ça signifie que H est un sous-espace vectoriel de E et qu'il est de dimension n-1. Puisque c'est un hyperplan de E et qu'il est de dimension n-1, il admet une base. Donc, choisissons, posons, notons B, disons, pour être très originaux, une base de l'hyperplan H, donc une base constituée de vecteurs V1 jusqu'à Vn-1. Alors, j'ai oublié de le noter, mais vous vous en doutez, parce que c'est toujours cette notation-là qu'on utilise depuis le début de l'algèbre linéaire, avec n qui désigne naturellement dans cette histoire la dimension de l'espace vectoriel ambiant, la dimension de l'espace vectoriel E. Donc ça, c'est une base de H, et puis vous savez, alors il y a deux manières de dire les choses. Soit d'après le théorème de la base incomplète, vous savez qu'on va pouvoir rajouter un vecteur V à cette famille-là pour obtenir une base de l'espace tout entier. Ça, c'est le théorème de la base incomplète. Mais vous savez plus récemment, et ça c'est une conséquence du théorème des 4 dimensions cette fois-ci, que si on choisit un vecteur V, un vecteur grand V, disons, comme ceci, qui est un vecteur dans E privé de H, donc dans le complémentaire de H dans E, et bien à ce moment-là, ce vecteur-là va définir une droite vectorielle qui va être un supplémentaire de H dans E. Donc on a E qui est la somme directe de H et de vect V, ce qui traduit le fait, alors vous savez combien je suis à l'aise en dessin. On travaille dans un espace vectoriel E. À l'intérieur de celui-ci, on considère un hyperplan H. Le vecteur V, c'est un vecteur qui est dans E, mais qui n'est pas contenu dans H. Et ce que raconte la propriété, donc il y a une conséquence, vous pouvez le redémontrer,
c'est une conséquence du théorème des 4 dimensions, parce que raconte la propriété, c'est que H, d'une part, et vecteur V, d'autre part, c'est-à-dire la droite vectorielle de vecteur du vecteur V, sont supplémentaires dans E. Voilà pour ceci, donc ça c'est cool, parce que maintenant, du coup, eh bien, on dispose d'une base de E tout entier, constituée des n-1 vecteurs de la base de H et de ce vecteur grand V. Alors, allons-y, le temps. Ah ouais, j'avais perdu mon effaceur qui était évidemment pile sous mes yeux. Bon. Donc, on a la chose suivante, c'est que la famille, donc du coup B', qui est constituée des vecteurs V1, Vn-1, donc ceux qui constituent la base de B que l'on a choisi, et V, cette fois-ci, ça c'est une base de E. Puisque c'est une base de E, eh bien, ça signifie que tout vecteur de E, quel que soit le vecteur U, disons, que l'on choisisse dans E, eh bien, il a un n-uplet de coordonnées dans cette base et qui existe et qui est unique. Donc, il existe un unique n-uplet de scalaire qu'on va appeler alpha 1 jusqu'à alpha n-1 pour les coordonnées relatives au vecteur V1 jusqu'à Vn-1 et bêta pour la coordonnée qui sera celle devant V. Donc ceci étant dans K exposant n, tel que le vecteur U s'écrive comme la somme pour I allant de 1 à n-1 des alpha I VI plus bêta fois le vecteur grand V. Voilà pour ceci. Donc on peut casser finalement le vecteur U de manière unique comme somme d'un vecteur qui est dans H, celui qui est combinaison donc des vecteurs de la base D que l'on a choisi, et d'un vecteur qui est collinéaire au vecteur V, le vecteur que l'on a choisi dans le complémentaire de H'. Ainsi, finalement, on va pouvoir, l'idée, c'est ça ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on va pouvoir caractériser le fait qu'un vecteur appartient à H par le fait que ceci disparaît, par le fait que ceci est égal à 0. Donc du coup, la forme linéaire que l'on va très judicieusement associer à H, ça va être l'application qui, à tout vecteur U de E, associe sa coordonnée devant le vecteur V, associe le scalaire bêta précédemment défini. En clair, posons l'application F, c'est pas pris F? Eh ben c'est pas pris, tant mieux. L'application F qui va de E dans K et qui a un vecteur de E quelconque, U, associe le scalaire bêta, où bêta correspond à ce qu'on a défini juste au-dessus. Cette application F est une forme linéaire sur l'espace vectoriel E. C'est une forme linéaire, alors vous voyez, c'est évident ce truc-là, parce que quand vous allez casser un vecteur U et un vecteur W, disons, que vous allez calculer l'image de lambda fois U plus mu fois W, vous allez faire lambda fois une expression comme celle-ci, plus mu fois une expression qui ressemble à celle-ci, et vous allez utiliser la linéarité de la somme, etc. Enfin, c'est vraiment pas compliqué la preuve de la linéarité de ce truc-là. Donc le F est une forme linéaire sur E, F est non nul, F non nul. Pourquoi elle est non nulle? Elle est non nulle parce que, attendez, parce qu'elle ne vaut pas tout le temps 0, ok, d'accord, parce que l'image du vecteur V, par exemple, c'est 1. Le vecteur V, qui est ici, il s'écrit comme une somme avec tous les alpha i égale à 0, plus une fois le vecteur V. Donc pour le vecteur grand V, bêta est égal à 1. Conclusion, f de grand V est égal à 1. Donc ça justifie le fait que f est non nul. En résumé, f est une forme linéaire. F est une forme linéaire sur E et non nulle. Non nulle. Et ce qu'il y a de merveilleux avec cette forme-là, c'est que son noyau, le noyau de F, c'est quoi? C'est l'ensemble de tous les vecteurs U qui sont tels que bêta est égal à 0. C'est-à-dire c'est l'ensemble de tous les vecteurs U qui sont tels que la coordonnée devant le vecteur V est nulle. C'est-à-dire c'est l'ensemble
des machins comme ça, l'ensemble des combinaisons linéaires des vecteurs V1 jusqu'à Vn-1. Or, la famille constituée de ces n-1 vecteurs, c'est une base de H. En particulier, elle est génératrice de H. Le vecteur qui est écrit ici, c'est H. Et donc, qu'est-ce qu'on a prouvé avec ceci? Finalement, ce qu'on a prouvé, c'est que H, l'hyperplan, eh bien, est le noyau d'une forme linéaire. C'est le noyau de la forme linéaire F que l'on a construite ici. Donc, bilan des courses, tout hyperplan dans un espace vectoriel de dimension finie peut être vu comme le noyau d'une forme linéaire non nulle sur E. D'une manière plus parlante, mais un peu moins rigoureuse, finalement, tout hyperplan peut être défini par une équation, par au moins une équation qui est l'équation qu'on obtient en écrivant f de v, f du vecteur v est égal à 0. Donc, en conclusion de ceci, ce que l'on vient de prouver, c'était la deuxième implication. Explicitement, ce que l'on vient de prouver, c'est que si H est un hyperplan de E, avec E de dimension finie, alors il existe une forme linéaire non nulle, une forme linéaire sur E non nulle, telle que H soit égal à F. Et comme on avait établi déjà la réciproque, on a équivalence entre les deux assertions, donc tout hyperplan peut être défini comme, peut être vu comme le noyau d'une forme linéaire, et réciproquement, d'une forme linéaire non nulle et réciproquement. D'accord? Donc voilà pour ceci, voilà pour cette première propriété qui est très importante. Alors maintenant, il y a une dernière propriété à voir quand on étudie les liens qu'il y a entre les hyperplans d'une part et les formes linéaires d'autre part, c'est que, vous le savez, tout hyperplan, tout plan dans R3, toute droite dans R2 peut être défini par une équation, pas forcément une unique équation. Explicitement, quand vous considérez la droite d'équation y égale x, elle est définie par la droite d'équation y égale x. Voilà cette droite-là. Et bien cette droite-là, finalement, c'est l'ensemble des vecteurs de R2 qui vérifient y moins x égale 0. Première forme linéaire qu'on peut associer à la droite, qui est la première bisectrice des axes, celle qui a un couple xy associé y moins x. Mais ça, vous allez voir, c'est une réflexion à deux balles, c'est équivalent à dire que x moins y est égal à 0. Donc du coup, c'est pas la même forme linéaire, c'est son opposé, mais c'est pas la même. C'est-à-dire que cette droite peut être définie finalement comme le tiers d'une forme linéaire, qui est celle qui a un vecteur de coordonnées xy associé y moins x ou x moins y, ou 2x moins 2y, ou plein d'autres. Donc, conclusion, en fait, à un hyperplan, on va pouvoir associer non pas une forme linéaire, mais plusieurs. Alors, plusieurs, combien? En fait, vous passez ici d'une équation à une autre, en multipliant cette équation, les deux termes de l'équation, par un scalaire, et par un scalaire qui est non nul. Pour passer de là à là, vous multipliez par moins 1, pour passer d'ici à ici, vous multipliez par 2, ça va jusque là. Et donc, du coup, en fait, c'est ça ce qui va permettre de préciser l'énoncé précédent. Quand on a un hyperplan de E, cet hyperplan peut être défini par une forme linéaire. Cet hyperplan H, ça va être quel F, mais avec une F qui ne va pas être unique, qui va juste être unique, à une constante, à un scalaire non nul près. Donc, explicitement, ce qu'on va prouver, donc, tiens, je l'avais encore perdu, ce qu'on va prouver, c'est la chose suivante, c'est que quand vous prenez deux formes linéaires, c'est pas parce qu'elles sont différentes qu'elles vont définir des hyperplans différents. Plus précisément donc, propriété
on se place évidemment avec nos mêmes hypothèses que précédemment, c'est-à-dire qu'on considère un espace vectoriel de dimension finie. Vous vous souvenez, sinon parler d'hyperplan, c'est complètement délirant. On considère deux formes linéaires, FG, donc sur l'espace vectoriel E. Donc, dire que ker_f est égal à ker de G, dire que ces deux formes linéaires ont le même noyau, ça ne veut pas dire qu'elles sont égales, ça veut dire qu'elles sont égales à un scalaire non nul près, à multiplication par un scalaire non nul près. Donc ça veut dire qu'il existe lambda appartenant à k étoile, tel que G est égal à lambda f. Preuve. Encore une fois, on va se donner du cœur à l'ouvrage en faisant le sens qui n'est pas trop compliqué, c'est-à-dire le sens de la droite vers la gauche. S'il existe lambda appartenant à k étoile tel que G est égal à lambda fois f, alors ici je vais le faire juste très rapidement parce que c'est vraiment particulièrement simple. Dire que quand vous prenez un vecteur de E, ce vecteur est dans le noyau de G. C'est équivalent à dire que G de V est égal à 0. Dire que G de V est égal à 0, d'après l'hypothèse que l'on fait, c'est équivalent à dire que lambda fois f de V est égal à 0. Or, lambda est non nul, il est dans k étoile. Donc ceci, c'est équivalent à dire que f de V est égal à 0. Quand vous remettez les arguments ensemble, quand vous prenez vos lunettes rouges, vous avez donc l'équivalence entre dire qu'un vecteur est dans le noyau de G ou un vecteur est dans le noyau de f. Bilan, si G est égal à lambda f pour un certain scalaire non nul lambda, alors ker_f est égal à ker_G. Donc voilà pour l'implication de la droite vers la gauche. Donc l'implication, vous voyez, vraiment blague carambar, quoi. Du coup, prouvons l'autre sens. Prouvons le seul non trivial. Donc supposons que ker_f soit égal à ker_G. Supposons que ker_f est égal à ker_G. Alors en fait, il y a quand même un premier sous-cas, blague, dont on va se débarrasser, c'est que éventuellement, vous voyez ici dans la propriété, je ne dis pas que f et g sont non nuls. Alors si jamais f est nul, alors le ker de f, c'est l'espace tout entier. Du coup, le ker de g, c'est l'espace tout entier. Donc ça veut dire que g est nul aussi. Donc dans ce cas très particulier, si f est nul, alors g l'est. Et donc, si toutes les deux le sont, eh ben vous pouvez écrire G égale lambda f avec lambda ce que vous voulez, avec lambda égale 1 par exemple, puisque les deux sont nuls. Ok? Ça va? Donc voilà pour ce cas-là. Donc du coup, on va supposer à présent que f et g ne sont pas nuls. Si f et g ne sont pas nuls, alors ker_f et ker_g, qui sont égaux, ce sont des hyperplans de E, puisque vous vous souvenez, on a fait l'hypothèse que E est un espace vectoriel de dimension finie, donc ça c'est un hyperplan de E, et c'est le même, puisqu'on fait l'hypothèse que ker_f et ker_g sont égaux. Du coup, puisque c'est un hyperplan de E, même raisonnement que tout à l'heure, il existe un vecteur V qui appartient à E privé de ker_f, tel que E est la somme directe de ker_f et de la droite vectorielle engendrée par V, et évidemment est la somme directe de ker_g et de la droite vectorielle engendrée par V, puisque, encore une fois, ker_f et ker_g sont égaux. Du coup, ce qu'on va essayer de montrer à partir de ceci, c'est que G est égal à lambda fois F. Pour y parvenir, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà observer que G de ce vecteur V, c'est égal à lambda fois F de V pour un certain lambda. Alors, tout d'abord, notons que G de V, c'est quoi? G de V, c'est un scalaire, puisque G est une forme linéaire sur E à valeur est une forme linéaire sur E. Et ce scalaire, il n'est pas nul. Alors pourquoi il n'est pas nul? L'étoile est à justifier dans cette histoire-là.
ben, il n'est pas nul parce que si G de V était égal à 0, ça entraînerait que G ait la forme nulle. En vertu de quoi? Ben, en vertu de la décomposition qui est au-dessus. En effet, tout vecteur U de E peut s'écrire comme un vecteur U1 qui est dans G, plus un vecteur U2 qui est dans la droite vectorielle engendrée par V, plus un vecteur U2 qui va être alpha fois le vecteur grand V. Du coup, quand on va calculer l'image du vecteur U par G, on va avoir, par linéarité, G de U1, qui est égal à 0 puisque U1 est dans G, plus alpha fois G de U, alpha fois G de V. Or, encore une fois, donc, si G de V était égal à 0, alpha fois G de V serait égal à 0, et donc dans ce cas-là, l'image du vecteur U serait nulle pour tout vecteur U dans E, ce qui voudrait dire que G est la forme nulle. Et ça, c'est en contradiction avec l'hypothèse que l'on a faite. Conclusion, G de V, c'est un élément de K étoile. Alors évidemment, pour exactement la même raison, F de V, c'est un élément de K étoile aussi. Donc G de V, c'est un scalaire non nul, et F de V est un scalaire non nul. Du coup, ce qu'on va poser très judicieusement, ce qu'on va choisir comme scalaire lambda, bah, c'est celui qui fait déjà marcher l'égalité, qui est ici, lorsque l'on considère les images du vecteur V par chacune des deux formes. En clair, on va poser pour lambda le scalaire G de V sur F de V. Supposons lambda égale G de V sur F de V. D'accord? Et puis, bah, ce qu'il faut montrer maintenant, c'est que ce lambda convient en quelque sorte pour le vecteur grand V, mais il convient aussi pour tout vecteur de E. Donc, soit U un vecteur de E, en vertu de ce que l'on disait précédemment, bah, ce vecteur-là peut s'écrire de manière unique, de la manière suivante. Donc, il existe un unique couple constitué d'un vecteur, U1, qui va être dans le noyau de ce que vous voulez, de F, de G, puisque c'est le même, et un scalaire, donc U1, le couple U1 alpha, c'est un élément du produit cartésien de KF avec K, tel que le vecteur U s'écrive comme U1 plus alpha fois le vecteur V. Ceci, on l'a déjà écrit tout à l'heure, c'est juste une conséquence du fait que KF et la droite vectorielle engendrée par V sont supplémentaires dans E. Alors, G de U, c'est égal à G de U1 plus G de U1 plus alpha V. Par linéarité, c'est égal à G de U1 plus alpha fois G de V. Avec l'hypothèse que l'on a faite, G de U1 est égal au vecteur nul, parce que G de U1, le vecteur U1 est dans KRF, mais KRF est égal à KRG par l'hypothèse, donc G de U1 est égal à 0. Du coup, ceci, c'est égal à alpha fois G de V. Donc G de U est égal à alpha fois G de V, d'une part, et d'autre part, donc ceci, c'est encore égal à alpha fois lambda fois F de V, en utilisant cette relation-là. Et d'autre part, l'image du vecteur U par la forme F, donc c'est F de U1 plus, alors c'est F de U1 plus alpha V, donc par linéarité c'est F de U1 plus alpha fois F de V. De nouveau U1 est donc F, donc cette partie-là est nulle, et il vous reste donc juste alpha fois F de V. Et ici, alpha fois F de V multiplié par lambda. D'où ce qu'on a finalement, c'est que G de U, qui est ici, c'est égal à lambda fois F de U,
Mais cette relation, maintenant, tient non plus pour un vecteur spécifique, le vecteur grand V qu'on avait fixé tout à l'heure, mais est valide pour tout vecteur U qui est un vecteur dans E. Donc ici, ce qu'on a établi là, c'est valable quel que soit U appartenant à E. Et donc, ça signifie que la forme linéaire G, l'application G, c'est lambda fois la forme linéaire F, c'est égal à lambda F. Donc du coup, ceci, ça implique que G est égal à lambda F. Avec lambda, qui est effectivement un scalaire non nul en tant que quotient de deux scalaires non nuls. Par suite, résumé, qu'est-ce qu'on a prouvé ici? Ce qu'on a établi, c'est que deux formes linéaires ont le même noyau si elles sont égales, finalement, si elles sont égales, à multiplication par un scalaire non nul près. Ce qu'on a établi ici, c'est que le noyau de F est égal au noyau de G. Souvenez-vous, hein, avec les hypothèses qui vont bien, c'est-à-dire F et G sont des formes linéaires, sont toutes les deux définies sur un espace vectoriel de dimension finie, le même espace vectoriel de dimension finie naturellement. Et donc ce qu'on a prouvé ici dans l'implication, c'était que ceci, ça implique qu'il existe lambda, un scalaire non nul, tel que G est égal à lambda F. Et comme la réciproque était presque triviale, on l'avait en tout cas vu la dernière fois, et puis c'est vraiment très très facile. On a donc l'équivalence entre les deux. Et donc ceci signifie que quand vous prenez finalement deux hyperplans, quand vous prenez un hyperplan, il peut être défini par une équation. Et cette équation, elle n'est pas unique. Elle n'est pas unique, comme vous vous souvenez, l'équation de la droite qui est la première bisectrice des axes. Elle n'est pas unique, mais finalement, elle est unique à multiplication par un scalaire non nul près. Quand vous prenez l'équation, la droite d'équation y égale x, c'est aussi la droite d'équation 2y égale 2x, 3y égale 3x, ce que vous voulez comme ça. Donc voilà pour ceci. Alors ça achève la partie qui est consacrée aux formes linéaires et aux hyperplans. Il faut bien avoir retenu tout d'abord la définition, la propriété qu'on avait vue la dernière fois. Si vous avez une forme linéaire non nulle sur un espace vectoriel de dimension finie, son noyau, c'est un hyperplan. Et le résultat d'aujourd'hui, finalement, qui est que, réciproquement, si vous prenez un hyperplan dans un espace vectoriel de dimension finie, naturellement, vous pouvez lui associer une forme linéaire, vous pouvez le définir par une équation qui est unique à multiplication par un scalaire non nul près. Voilà pour ceci. C'en est fini pour aujourd'hui. Suite des aventures en algèbre linéaire dans pas très longtemps, et ce sera avec la notion de matrice d'une application linéaire. Voilà, à très bientôt, travaillez bien d'ici là, bon courage.